commencer notre première rencontre, plus qu'une conférence, puisque là c'est un petit format. Voilà, on est plutôt décontracté ici au milieu. Donc là, tout le monde nous entoure. Le thème de cette première rencontre concerne donc la maîtrise d'usage, et notamment quand les habitants prennent le pouvoir. Donc on a Elisabeth Taudière, ici présente, de la Maison de l'Architecture Territoire Pionnier, qui vient de quitter l'atelier qu'elle coanime au deuxième étage ici du Dôme, qu'elle rejoindra donc juste après. Pour celles et ceux d'ailleurs qui voudraient participer à un atelier, il reste encore des places pour l'atelier cet après-midi. Donc voilà, vous pourrez, si les propos, en tout cas si elle vous a mis en mouvement, Elisabeth, vous pourrez la rejoindre cet après-midi et participer à l'atelier de 14h. Donc notre première intervenante, voilà, qui est une locale de l'étape finalement, est quelqu'un qui nous arrive d'un petit peu plus loin, qui est monsieur Imed Robana. Vous êtes directeur général de la coopérative HLM Le Col à Anglet. Donc voilà, vous arrivez tout juste du sud de la France là, pour l'instant. Et tous deux avaient voilà, un parti pris et des pratiques particulières sur la question de l'implication des habitants, on va dire les usagers, puisqu'on parle de maîtrise d'usage dans vos activités. On va commencer peut-être par Elisabeth, du coup, pour prendre la parole, qui avait hier une grosse journée sur un des quartiers. Peut-être elle nous en dira quelques mots. Mais vous avez, vous, au niveau de la Maison de l'Architecture, ici Normandie et Territoire Pionnier, une volonté, en tout cas une façon de travailler qui est assez particulière pour vous, puisque c'est vraiment la question des usages, des activités qui définit l'architecture. Vous vous attachez particulièrement à la question des espaces publics et partagés. En quoi ça fait sens, cette question des espaces partagés, espaces publics, cette question des usages, dans ce que peut devenir l'architecture pour vous? Et là, je vous tends le micro. Merci François, bonjour à tous. Donc, Territoire Pionnier, je ne sais pas si vous connaissez, mais nous sommes une maison de l'architecture, anciennement la maison de l'architecture de Basse-Normandie. Et nous sommes installés depuis l'été dernier dans le quartier des 4 ans, en centre-ville de Caen. Quartier qui nous intéresse à plusieurs titres, puisque nous travaillons sur la réactivation du patrimoine reconstruit après-guerre, donc qui est identitaire de notre région et qui est un vrai enjeu aussi collectif, à la fois pour les collectivités, les élus, les bailleurs, les particuliers propriétaires, mais aussi tous les habitants des villes de Normandie. Donc il y a cet aspect-là qui nous intéresse. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on a face à nos bureaux un parking, une nappe de stationnement. L'envie des habitants, l'envie des commerçants, l'envie de la ville de Caen aussi d'animer et de faire vivre cette place. Et finalement, jusqu'à présent, c'est un parking. Et en fait, notre premier travail là, cette année, ça a été d'essayer de réenchanter le quartier avec une intervention artistique menée avec une designer, Nadine Portier, qui co-anime l'atelier là, qu'on mène aujourd'hui, mais aussi avec des scolaires, avec le conseil de quartier et avec un certain nombre d'acteurs locaux qui ont mené la mise en place d'interventions artistiques éphémères dans le quartier. Donc, l'inauguration était hier, avec donc un temps fort avec les enfants et un temps fort avec les habitants, les familles, les partenaires le soir. Peut-être pour revenir au sens même de cet atelier, là, comment mobiliser les habitants. En fait, nous, Maison de l'Architecture, notre objet, c'est de sensibiliser à l'architecture et à l'urbanisme. Alors, il y a plusieurs formes de médiation. Peut-être celles les plus communes, c'est d'aller visiter des bâtiments, visiter des quartiers, prendre la mesure de l'espace en les parcourant, rencontrer des architectes, faire des expositions, des conférences. Donc ça, c'est ce que développent beaucoup de maisons de l'architecture. Et peut-être plus communément, vous connaissez le pavillon à côté, juste à côté du Dôme, là, qui mène cette médiation-là. Nous, notre entrée est un peu différente. On a développé dès le départ chez Territoire Pionnier une action de terrain, c'est-à-dire qu'on base notre médiation, nous, plutôt sur la rencontre et sur le faire ensemble, sur le fait de tisser des liens dans le territoire pour l'activer, pour mieux le comprendre déjà, et ensuite pour l'activer. Donc nos actions, vous allez voir, je vais en parler un peu tout de suite, sont vraiment basées sur cette question-là et sur la question de la culture. Nous sommes une structure culturelle en tant que maison de l'architecture. Notre question, c'est comment partager une culture du territoire, une culture locale. Il y a l'architecture, bien sûr, il y a les bâtiments, mais ces bâtiments résultent aussi d'une vie collective, accueillent une vie collective
et comment on crée des liens et une adéquation entre ces habitants qui sont ici, leurs envies, leurs activités, leur mode de vie, comment on essaye aussi de se projeter dans des activités futures et des activités, comment on donne envie aussi de se rassembler pour mener des activités ensemble, et après comment on va concevoir des projets urbains ou des projets d'architecture, comment on va réinvestir des bâtiments disponibles, comment on va du coup faire projet ensemble. Toutes ces questions-là, en fait, on essaye de les initier par nos actions culturelles. Plus on va connaître son territoire, plus on va partager cette culture du territoire, plus on va arriver ensuite à se projeter ensemble. Nous, c'est notre vision des choses, et c'est aussi ce qui résulte de nos expériences, puisque nous menons en particulier des résidences d'architectes pour lesquelles on est pilote sur le plan national depuis maintenant 7 ans. C'est un projet culturel qui nous a été commandé au départ par le ministère de la Culture, une expérience à mener au départ en milieu rural et que maintenant on développe en milieu urbain. Et l'idée, c'est d'accueillir des architectes pendant 6 semaines réparties sur environ 4-5 mois et de les faire travailler à révéler les potentiels, révéler l'existant, révéler les potentiels alors humains mais aussi bâtis, révéler les qualités des espaces, les possibilités, les opportunités, et du coup mettre tout le monde en mouvement. Et cette culture du territoire révélée par la présence des architectes qui sont souvent des jeunes architectes ou des architectes qui ne connaissent pas du tout le territoire dans lequel ils sont accueillis, va déclencher chez les habitants aussi un nouveau regard et une mise en commun aussi de cette perception et de ce vécu. Et donc cette rencontre-là entre les architectes, le territoire et la population va déclencher une dynamique. Et on aboutit souvent, et on le dit, à des résultats en plus qui sont très divers. Cette culture partagée du territoire va aboutir sur des projets d'événements culturels, des projets révision du PLU. Ça va aboutir aussi peut-être sur des projets des réinvestissements de locaux qui étaient disponibles, sur la prise de conscience aussi d'espaces partagés qui peuvent être réactivés ou pris, qui peuvent être réinvestis par les habitants pour des activités qui mènent déjà mais qui sont un peu souterraines. Donc du coup, c'est de la sensibilisation à l'architecture, à l'urbanisme, mais avec un côté très vivant et très ouvert sur les usages et les modes de vie. Et ces résidences sont aussi l'occasion d'utiliser des supports autres que ceux utilisés habituellement par les architectes. Nous, on met les architectes aussi en situation de réfléchir aux outils qu'ils utilisent, à leur support, à leur façon de parler des espaces et leur façon de parler d'architecture aussi. Donc là, on voit bien que la question, effectivement, elle n'est pas dans un sens unique, qui est que d'aller vers les habitants, mais il y a bien un va-et-vient entre le professionnel et les publics. Donc c'est vraiment une question de médiation, quoi. Ça va vraiment dans les deux sens. Après, une question que je voulais faire avant de aussi laisser la parole à l'autre intervenant, c'est que ça ne se décrète pas finalement de participer. Quels sont les outils que vous mettez en œuvre, vous, pour qu'une population participe, mais aussi pour qu'un architecte ou des architectes se mettent en dialogue avec des publics qui ne sont pas à la base forcément l'essence de leur travail, du moins la façon dont on peut se projeter quand on dit on va être architecte. L'idée, c'est pas forcément d'intervenir directement au contact avec la population. Vous, comment vous travaillez justement ces questions du dialogue? C'est quoi les outils que vous mettez en face pour s'assurer que ça fonctionne? Parce que quand vous prenez un architecte, ça veut dire bon, on va le faire venir, mais est-ce qu'on est sûr qu'il va réussir à parler avec les gens ou pas? Comment vous déterminez du coup ces choses-là? Alors en fait, on a une sélection assez drastique de nos équipes d'architectes accueillis. En fait, c'est des architectes qui en général ont un profil un peu particulier, qui sont à la fois très compétents dans leur discipline, mais aussi très ouverts. Et souvent aussi, ils ont une écoute et un contact humain qui est aussi important que la qualité de leur travail professionnel. Donc en fait, on fait une sélection d'abord sur dossier et ensuite on organise des entretiens
qui sont des entretiens qu'on organise avec les collectivités qui accueillent donc les élus. Et là, du coup, c'est une vraie rencontre. Ça se fait souvent au feeling. C'est-à-dire que nous, sur dossier, on garantit la qualité du travail professionnel. Et après, il y a le facteur humain qui est numéro 1 aussi dans le choix. Pour les outils utilisés, très souvent, ce sont des outils conviviaux. C'est-à-dire que c'est autour d'événements conviviaux, autour d'actions créatives, artistiques. On va planter ensemble des plantes, on va peindre une place le temps d'une journée, on va organiser un grand banquet, on va parler d'architecture sans s'en rendre compte en fait. C'est-à-dire qu'on va investir un espace suivant une diagonale par exemple pour matérialiser un cheminement, mais on va l'investir non pas avec un dessin sur un plan en disant voilà là vous faites ça, mais on va plutôt comme l'ont fait là, très récemment les architectes qu'on accueille à Lisieux en résidence Place de la République. Ils ont organisé une grande journée où les familles sont venues peindre les cases de parking sur une diagonale pour matérialiser un cheminement entre un parking gratuit et le centre-ville. Tout ça pour avoir une expérience déjà conviviale ensemble, se rencontrer. Donc là, c'est là aussi où il y a un lien entre les professionnels et les habitants. C'est qu'il y a aussi une relation, je dirais, de confiance qui s'installe, un vrai lien qui se tisse au quotidien dans le cadre de la résidence. Et puis après aussi, en faisant des choses ensemble, des choses inhabituelles, tout d'un coup, reprendre possession de l'espace public le temps d'une journée, marquer l'espace avec ces grandes peintures, mais en même temps le faire pour révéler des pratiques, révéler des usages et aussi déclencher la prise de conscience qu'il pourrait y avoir d'autres possibles. C'est aussi une façon ludique, conviviale, créative de parler d'architecture et d'urbanisme. Et nous, c'est notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on proscrit de nos résidences ou de nos travaux les plans, tous les outils en fait, qu'utilisent souvent nos confrères, mais plutôt d'utiliser des outils sensibles, vivants. Et cette action collective aussi crée un précédent. Je vais juste parler 2 minutes des 4 ans. Hier soir, on a installé nos interventions assez douces en fait dans le quartier. On a bloqué, on a enlevé 20 places de parking sur la place des 4 ans. Et hier soir, on avait un pot avec les habitants. On avait les enfants qui pouvaient écrire à la craie au sol, qui sont venus avec les trottinettes. On a une maman qui était en train d'allaiter sur un banc qu'on avait mis. Il y avait une fanfare. Et tout d'un coup, les habitants se sont dit mais on n'a pas l'impression d'être à Caen, on n'a pas l'impression d'être aux 4 ans. On a l'impression que tout d'un coup, là, on a inventé autre chose. Une soirée, tout le monde faisait des photos, tout le monde essayait de garder le maximum cette expérience-là parce que tout d'un coup, on avait transformé notre espace de vie habituel. Et le fait de le rendre possible une fois, de l'avoir fait collectivement, puisqu'on est 2 associations à avoir travaillé sur ce quartier, les héros du quotidien qui ont habillé des arbres de tricot, nous qui avons travaillé avec les scolaires, et le conseil de quartier qui a aussi assuré une liaison avec la ville de Caen, avec les commerçants, les habitants. Ce travail collectif et la façon dont on l'a fait, de façon enthousiaste, de façon constructive et de façon festive aussi, a créé ce précédent qui tout de suite ouvre des possibles. On s'est dit, on l'a fait, collectivement on s'est dit, on l'a fait, on va le refaire. Et il y avait des habitants qui regardaient ça de leurs fenêtres, qui sont descendus, qui nous ont dit ah mais c'est génial, on pensait pas que c'était possible. C'est vrai que quand il y a un parking, on se dit bon bah voilà, on peut rien faire en fait. Nous en tant que piétons, en tant qu'habitants, on peut rien faire face à ce parking. Et en fait collectivement, si on peut faire des choses. Et donc cette façon peut-être éphémère, ponctuelle de transformer l'espace. Si on multiplie ces expériences, petit à petit, on amène à mettre tout le monde en mouvement, à montrer que c'est possible, et ensuite enfin moi j'en suis convaincue, à enclencher les projets, et du coup des projets, là du coup du dur, hein, de l'urbain, de l'architecture, et avancer du coup collectivement. Mais cette phase culturelle partagée et plutôt collective, créative et ludique en préalable du projet d'architecture et d'urbanisme me semble quelque chose d'indispensable si on veut emmener les habitants, si on veut emmener tout le monde.
Alors pour tous ceux qui souhaitent découvrir du coup les activités du territoire pionnier, rendez-vous aussi directement sur la place des 4 ans. Du coup, voilà, vous pouvez retrouver ça et puis prendre plus d'informations. Alors soit directement à la fin de l'atelier, là à 12h30, ou peut-être que toi tu vas remonter, je ne sais pas si tu restes avec nous. Mais voilà, c'est donc une structure aussi qui est permanente ici sur l'agglomération caennaise, donc j'invite tout le monde à venir découvrir. Et puis j'espère, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas recollaboré avec Elisabeth. Je pense que, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, de la réaccueillir ultérieurement. Donc on a profité de sa présence sur l'atelier pour lui permettre aussi de présenter tout ça. On leur remercie. Donc je vais passer la parole à notre deuxième intervenant. Vous aussi, du coup, au niveau du col, c'est le col ou au niveau de le col, cette question de mettre en mouvement ou d'impliquer du coup les usagers, comment est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires ou alors il y a un parti pris qui est radicalement différent de ce que vient de présenter Elisabeth? Je vais peut-être commencer par présenter rapidement le COL. Donc c'est le Comité ouvrier du logement, qui est une société coopérative HLM qui est née en 1951 quelque chose d'assez exceptionnel, en fait, complètement utopique, d'ouvriers en fait qui se sont mis ensemble pour créer un quartier de Bayonne qui s'appelle le quartier de Saint-Amand, où il y a eu 80 maisons qui ont été réalisées en autoconstruction par ce collectif d'ouvriers. Donc c'était de l'habitat participatif avant l'heure, et c'était vraiment une aventure assez exceptionnelle, puisque les personnes ont bâti des maisons et ne savaient pas si c'était la leur, enfin les maisons étaient tirées au sort par la suite. Voilà, donc c'est vous dire que le col, on a une histoire assez forte. Voilà, et donc évidemment en 51, on ne construit pas de la même manière qu'on construit aujourd'hui. Hein. Entre-temps, il y a eu 15 000 normes qui sont venues se greffer à tout ça. Voilà, alors nous sommes au niveau du col, donc une société coopérative HLM. Ça veut dire que spécialisée dans l'accession sociale à la propriété, même si on a une petite part de locatif social, donc implantée sur tout le Pays Basque, l'agglomération paloise et Bordeaux depuis quelques années. Spécialisé effectivement dans l'accession sociale à la propriété. Le principe, c'est que nos locataires ou nos accédants à la propriété deviennent donc des coopérateurs. Donc dans la famille HLM, les sociétés coopératives sont quand même un peu à part, puisque nos coopérateurs sont partie prenante dans la vie de la coopérative. Voilà, alors on a commencé, enfin moi ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on réfléchit sur justement comment amener les gens à devenir vraiment citoyens et prendre un peu leur avenir en main. On le fait, enfin du coup on l'a pas fait parce qu'actuellement c'est un peu, je dis pas que c'est à la mode, mais disons qu'on en parle beaucoup plus. On le fait surtout par conviction que aujourd'hui le balancier de chacun pour soi et Dieu pour tous a été tellement loin qu'il y a absolument besoin et même vital, je pense, de retrouver ce qui peut faire le lien et le vivre ensemble, et sans que ce soit des choses qui descendent par le haut. Voilà, donc parce que ce soit la mixité ou le lien social, ça ne se décrète pas en fait. Il faut créer les conditions pour que ça puisse se faire en restant extrêmement modeste, parce que on peut pas, c'est pas des injonctions, on peut pas demander aux gens de s'entendre s'ils n'ont pas envie de s'entendre, c'est comme ça. Hein, mais tout notre travail, c'est d'arriver à créer les conditions pour que ça puisse durer en tout cas le maximum de temps possible. Habituellement, quand on fait des projets en accession à la propriété, donc on trouve un terrain, on a un permis de construire, on fait un appel d'offres, on commercialise des logements. Les accédants à la propriété donc, se connaissent au mieux à la première assemblée générale de copro, et là ça commence à partir en live, voilà. Donc l'habitat participatif, c'est au contraire remettre vraiment les habitants au cœur même de leur projet, et donc de faire le projet avec eux. Si vous ne m'arrêtez pas, je continue moi. Hein. Ouais. D'accord.
Voilà, que vous dire de plus? Enfin, je pense qu'il y aura peut-être un échange aussi avec la salle. Donc actuellement, nous sommes extrêmement engagés dans ce type de projet. Je pense au niveau national, on doit être peut-être l'opérateur un des plus engagés, puisqu'on a 350 logements, une partie qui a été livrée, d'autres en projet ou en cours. Nous avons surtout pour ambition d'en faire un mode de production, une autre voie de production de logements. Il faut qu'on arrête de produire de logements comme produit des yaourts de manière un peu industrielle. Hein. Voilà. Par contre, vraiment ouvert à tous. Ça, c'est pour nous un point extrêmement important. Il faut que ce soit ouvert à tous. Il ne faut pas que ce soit l'affaire que de quelques initiés ou quelques personnes dont les revenus sont relativement importants. Le projet qu'on a livré il y a à peu près 1 an, on a prévu une petite vidéo là pour l'illustrer, fait 46 logements. Les prix moyens sont de à peu près 2300 € du mètre carré habitable sur Bayonne, en tout cas dans le quartier. Les prix sont aux alentours de 3200 € du mètre carré. Donc TTC, avec inclus une place de stationnement en surface. Pour que ce soit ouvert à tous, donc pour nous, il y a un modèle économique. Donc on a travaillé vraiment pour en faire un vrai mode de production du logement un peu différent. Donc la taille minimale doit être d'une quinzaine de logements pour pouvoir notamment amortir des espaces collectifs qui sont très importants, notamment sur le projet de Bayonne, donc qui fait 46 logements. Nous avons une salle commune qui est extrêmement importante pour que le collectif des habitants puisse se réunir. Nous avons un atelier de bricolage. Est-ce que ça a du sens au XXIe siècle aujourd'hui d'avoir 46 logements, 46 perceuses? Aujourd'hui, il y a vraiment matière à faire les choses de manière un peu différente. Donc c'est des projets, et peut-être qu'on le verra au niveau de la vidéo, où les habitants ont vraiment beaucoup à gagner, à partager et à mutualiser pas mal de choses. Les revenus moyens du groupe d'habitants sont de 1930 € net mensuels. Donc c'est vous dire que c'est vraiment très ouvert à tous. On trouve donc des infirmières, des maçons, des électriciens, etc. Et on se rend compte que finalement, dans une résidence, 46 logements, il y a toutes les professions qui sont représentées. Donc, finalement, c'est une force, hein, puisque finalement, d'ailleurs, ils ont décidé notamment de gérer eux-mêmes les espaces verts. Il y a tout un tas de choses. Donc, la gestion de la copropriété coûtera probablement moins cher par la suite, puisqu'il y a un certain nombre de travaux qu'ils ont décidé de prendre en charge eux-mêmes. Nous avons 3 manières, enfin maintenant qu'on en fait depuis quelques temps, donc nous avons trois manières de faire de l'habitat participatif. Donc celui qui est pour nous le plus facilement reproductible, puisqu'on veut en faire un nouveau mode de production, c'est effectivement à Bayonne, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on avait le terrain. Et les personnes ne se connaissaient pas au départ. C'est-à-dire qu'on a fait toute une campagne de communication et le groupe s'est formé à l'occasion du projet. Par contre, du point de vue juridique, on a essayé de faire effectivement le plus simple possible. Donc c'est une copropriété avec les droits et obligations d'une copropriété. Et nous avons créé une association syndicale libre pour gérer tout ce qui est espace collectif de manière à ce que la personne qui est propriétaire d'un 5 pièces ait autant de voix qu'une personne qui est un propriétaire d'un T2. Donc ça, c'est une première voie qui est celle qui se fait de manière assez simple et assez répétitive. Ce que je dois préciser également, c'est qu'on s'est organisé à tout un process pour que ces projets ne durent pas plus de 8 mois qu'un projet classique. Voilà, parce qu'il faut que les choses se fassent effectivement. Sans ça, les gens... Il faut savoir que ceux qui sont au début, il faut imaginer en fait un train. Sur le projet de Bayonne, donc on a un train avec 46 places. Le train démarre, il y a des personnes qui montent au début, il y en a qui descendent, il y en a qui montent par la suite, donc c'est une grande complexité pour l'opérateur. Voilà, mais il faut que le train arrive complet à la fin. Donc cette complication qu'il faut arriver à gérer dans le temps. Voilà, donc ça c'est une première forme. Il y a une deuxième forme où on a été contacté et on voit que l'habitat participatif répond beaucoup à... Nous, on voit l'isolement des seniors notamment.
qui n'ont pas envie de vieillir seuls, en fait, et qui trouvent un intérêt à être dans un environnement où les personnes se connaissent. Donc on a un projet sur Bordeaux, on a été contacté par un groupe de seniors qui avait un projet assez intéressant qui voulait, donc ils étaient 7 personnes, ils voulaient intégrer 4 logements pour des enfants handicapés et compléter le groupe par des familles. Voilà, donc c'est un projet intergénérationnel qui fait à peu près 25 logements. La différence avec la première formule, c'est que là, nous avons été contactés par un groupe d'habitants constitué. Du point de vue juridique, c'est la même chose, donc c'est une copropriété, c'est de la vente des logements. Voilà, et une troisième voie qu'on accompagne, puisqu'en tant que coopérative, on doit accompagner ces mouvements. Là aussi, c'est des seniors qui, eux, sont plus militants, des convaincus contre la propriété individuelle et pour la propriété collective, et qui ont souhaité créer une société coopérative d'habitants qui sera propriétaire en fait de l'immeuble. Et voilà. Et donc là, on les accompagne. Alors, c'est souvent des groupes qui sont des convaincus de la cause, et donc des fois avec beaucoup d'énergie et et comment dire, pour le dire de manière politiquement correcte, mais ça a été un peu compliqué de se comprendre au départ, parce que très exigeant, et pensant qu'on était là parce qu'ils avaient l'appui de la mairie de Bègles, qu'on était là pour vraiment être à leur botte. Et je leur ai expliqué qu'un projet, c'était un projet commun, que j'allais ouvrir mes chakras pour mieux les comprendre, mais que de la même manière, il faut que de leur côté aussi, il fallait qu'on comprenne qu'on est une société et qu'il fallait qu'on compose. Sans ça, on n'arriverait pas. Et à partir du moment où on s'est expliqué, voilà, les choses se passent maintenant très très bien. Et on a un beau projet. On les accompagne là par une maîtrise d'ouvrage déléguée. Voilà, donc c'est vous dire que l'habitat associatif est très divers, très riche, et qu'il n'y a pas une forme en fait qui l'emporte sur l'autre, que toutes sont intéressantes. Et c'est tout ce mouvement qu'il faut arriver à pousser pour qu'il puisse prospérer et se développer. Alors, un point commun peut-être entre les deux choses, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'à chaque fois, vous êtes sur des expérimentations, à chaque fois renouvelées. Alors, dans le cadre des maisons de l'architecture, effectivement, il y a un réseau national, et du coup, si on laissera la parole, vous avez d'autres référents, vous faites partie d'un réseau, vous pouvez partager ces expérimentations-là avec d'autres personnes, ou alors finalement c'est un terrain complètement ouvert, et chaque nouveau projet est une nouvelle expérience. Ou est-ce que vous nourrissez aussi d'expériences similaires, que ce soit en France ou à l'international? Alors au niveau du col, on n'en est plus au stade de l'expérimentation, puisqu'on a maintenant quelques années derrière nous, et à chaque fois on améliore le process. Évidemment, on a essayé de voir tout ce qui se passait un peu dans le monde et comment ça a fonctionné. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 ou 3 ans à Marseille, il y a eu les rencontres nationales de l'habitat participatif, où jusqu'alors il y avait une sorte de méfiance entre les groupes d'habitants et les organismes HLM. Les groupes d'habitants ayant peur d'être trop cadrés par des organismes HLM, les groupes d'HLM pensant que les habitants étaient un peu trop, pas trop cadrés, et que du coup ils allaient prendre des risques trop importants. Il y a 2 ans, donc à Marseille, on s'est rencontrés, et en fait s'est créé un collectif d'organismes HLM qui est aujourd'hui composé d'une 50aine de sociétés qui ont décidé d'accompagner les groupes d'habitants dans ce type de projet. Il faut savoir que pour le mouvement HLM, c'est quand même une remise en question de nos modes de faire, en fait, puisqu'il faut accepter que finalement, il faut faire avec l'habitant. C'est pas. Alors, on a beaucoup d'expériences de concertation dans le domaine notamment du locatif social, hein, mais de donner du pouvoir à l'habitant et de faire en sorte que finalement il faut lâcher un peu de pouvoir, et c'est quand même pas naturel. Donc ça nous remet en question dans nos modes de faire, et je pense qu'aujourd'hui le mouvement est vraiment bien parti, où il y a plus d'une 50aine, je vous dis, d'organismes. Il doit y avoir dans les 1500 logements au niveau national qui se développent sous cette forme. En tout cas, cette journée d'aujourd'hui, elle est à l'image de ça, où c'est un premier point de départ, en tout cas aussi pour initier
ce type de dialogue aussi avec les habitants, la population ici aujourd'hui. Donc assez heureux de pouvoir vous accueillir là-dessus. Vous avez indiqué que vous aviez une petite vidéo peut-être en conclusion. Le temps de lancer la vidéo, peut-être Elisabeth, si tu voulais rebondir sur la question. Alors moi je voulais rebondir sur la question parce que c'est une révolution pour les sociétés d'HLM de lâcher un peu de pouvoir aux habitants. Pour les architectes aussi, c'est une révolution de travailler avec les habitants et non plus pour la population ou pour les usagers. C'est de travailler avec. Et en fait, il y a un vrai mouvement aussi au niveau de la profession. On le sent beaucoup chez les jeunes équipes, chez les moins de 40 ans là, qui sont très engagés ou aussi des collectifs qui se mettent en place. Il y a une vraie dynamique de travail, je dirais, un peu dans le même sens de ce qu'on développe, c'est-à-dire une rencontre entre les professionnels, les habitants, sur des démarches artistiques, culturelles, d'accompagnement des projets, d'accompagnement du changement, d'accompagnement de la mise en place des projets. Voilà, vraiment complémentaire en fait de ce qui se passe côté société HLM, peut-être plus en amont. Peut-être pour accompagner des chantiers, on fait appel à des architectes pour des missions plus culturelles, plus de médiation aussi autour de ce changement, pour accompagner aussi les futurs usages de ces espaces, parce que après ils sont confiés aux habitants. Alors quand c'est mené, la construction est menée avec eux et qui sont intégrés après à la gestion ou à l'entretien des espaces. C'est super quand on peut le faire, mais souvent c'est pas possible. C'est-à-dire que quand il y a déjà un espace public existant, quand les habitants sont là, mais qu'on n'est pas du tout dans ces démarches à la base et qu'il faut les amener aujourd'hui, eh bien en fait il y a un accompagnement qui est nécessaire et de plus en plus c'est en train de se développer. Il y a une structure qui est à Saint-Pierre-des-Corps à côté de Tours qui s'appelle le Polo, le pôle des arts urbains, qui a recensé en France l'ensemble des acteurs collectifs, mais aussi des collectivités qui mettent en place ces actions culturelles et ces actions qui vont à la rencontre des habitants et qui mettent l'art ou l'architecture au service de l'accompagnement de l'aménagement du territoire. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer très fort depuis 5 ans. Et nous, les résidences, on est tout à fait dans cette mouvance-là. On a vu aussi nos résidences se transformer avec au départ plutôt des projets culturels pour révéler le territoire, et aujourd'hui on est à Lisieux sur la préfiguration d'usage, l'expérimentation de travaux collectifs, et voilà, c'est une dynamique vraiment en cours en France, à tous les niveaux. Et dans tous les champs disciplinaires, parce que vous l'avez dit sur la question de l'architecture, mais voilà, nous ici au Dôme, c'est les acteurs de la santé, les acteurs de l'environnement, donc c'est vraiment un courant qui traverse toute la société, de se dire comment est-ce que la population, les gens qui seront finalement bénéficiaires des nouveaux usages, des nouveaux produits, tout ça qui arrive, et même dans ce que vous avez dit, on voit bien qu'il y a nécessité, voilà, que ce ne soit pas que l'architecte et les habitants, mais aussi la collectivité et aussi les bailleurs, et ce qu'on défend aussi, nous, je pense ici au sein de cette journée, c'est que les acteurs de la recherche, les acteurs de l'innovation, voilà, plus on est rassemblés autour de projets participatifs, finalement, plus ça produit des choses rapidement et avec une valeur supplémentaire, finalement. Donc, courte vidéo. Vraiment, ça dépasse mes attentes. Je n'aurais jamais pensé que ce serait un processus si attachant, si ouvert, et qui m'amènerait, moi, personnellement, aussi loin. Bonjour, bienvenue à la salle polyvalente de Terra Arte. C'est un de nos espaces partagés. On habite là depuis 6 mois, donc on est encore en train d'aménager cet espace. Il y a 46 logements, ce qui représente 90 personnes à peu près. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 38 ans. Je suis dans le projet Doman depuis à peu près 2 ans. Dès le début, j'ai été intéressé par mettre en commun des réseaux, des compétences, des expériences. On a dû avoir à peu près entre 20 et 25 réunions, je dirais. Au début, c'était poser la méthodologie, poser les grandes idées, et ensuite dessiner progressivement, que ce soit les immeubles et ensuite les espaces verts. Voilà, et voir comment on pouvait transcrire dans la pierre, enfin dans l'immeuble, nos aspirations, faire un habitat qui nous ressemble.
Ce qui nous rassemblait, c'est la volonté de partager des espaces et d'habiter de façon un peu différente. Et il y a plusieurs profils. Il y a des personnes jeunes, des personnes âgées, il y a des gens qui sont très engagés dans le monde associatif, il y a des gens qui le découvrent, il y a des familles, des personnes seules. Et c'est tout ça qui fait la richesse aussi de cet habitat. Je suis tout à fait contente d'avoir eu qu'on soit venu me porter ce projet et qu'il soit bien porté en plus. Plein de chevilles ouvrières. C'est une nécessité pour moi aujourd'hui. Voilà, c'est une décision prise. Il y a un temps pour tout. Et le temps de la maison et tout ça est terminé. Ça va. C'est trop lourd pour moi. Il y a vraiment une entraide qui s'est installée entre les habitants. Nous, par exemple, nos enfants sont dans une école avec d'autres enfants de l'immeuble. Donc, il y a des parents qui vont les chercher tous les soirs parce que nous, on finit plus tard. Donc, nos enfants rentrent avec des voisins. Ça nous évite un mode de garde. On a un jardin potager. Les enfants, les adultes, tout le monde met la main à la pâte. On a installé des composteurs. Depuis le début, c'était important pour nous. On a une buanderie. Plus de la moitié des habitants qui utilisent la buanderie. Donc, c'est un vrai succès de cet espace aussi. On a des terrasses partagées qui sont en haut des immeubles. C'est un très bel endroit, un très bel espace aussi pour des fêtes ou pour étendre son linge. J'ai 38 ans, célibataire, avec Noah à la maison tout le temps, tous les deux. Je travaille à la mairie de Pau. Le concept d'être ensemble, c'est une très bonne chose. Ouais. Il vaut mieux tendre vers ça plutôt que... Parce que là, on est de plus en plus dans le chacun pour soi. Et bon, manifestement, on se rend tous bien compte que ça ne fonctionne pas très bien. Et j'ai envie d'offrir à Noah... un gâteau. Des gâteaux aussi. Mais un havre de paix avec des gens voilà, avec qui on a envie de vivre ensemble. Et, tout en gardant sa petite intimité aussi. Pour nos enfants, ça a été vraiment une révélation de pouvoir jouer dehors tout le temps. Il y a tout le temps des enfants qui viennent chez nous, ou nos enfants qui vont chez les autres. À mon ancien appartement, je regardais la télé matin, midi et soir. Et maintenant, quand je suis ici, je regarde plus trop la télé, je joue avec mes copains. L'habitat participatif est vraiment à la portée de tout le monde qui a juste envie de vivre de façon intelligente et pas isolé chez lui. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'on connaît nos voisins. On a aussi beaucoup d'économies dans tout ce qui est charge, parce qu'on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Tout ce qui est espace vert, tout ce qui est entretien des bâtiments, on le fait ensemble. L'habitat participatif est comme j'espérais. Donc on a eu beaucoup plaisir à toute l'étape de programmation. Ça peut paraître long, mais ce temps est nécessaire pour constituer le groupe, pour faire les bons choix. Et après, on est content du résultat. Bien, pendant que le générique défile, il me reste à remercier peut-être une ou deux questions avant de passer directement à la conférence suivante. Quelqu'un? Oui? Alors, je vous laisse ce micro. Bonjour, Valérie Mespoulès, donc DG de Quand la mer Habitat. Simplement pour que IMED puisse nous dire si ça peut être facilement reproductible aussi dans l'habitat locatif. Parce qu'effectivement, dans l'habitat, accession à la propriété, les gens effectivement vont s'approprier naturellement les choses. Et puis c'est un projet à long terme, mais comment on peut faire sur de l'habitat locatif? Merci. Alors c'est une des. Alors on n'a pas voulu attaquer la montagne par la face nord en fait. Donc c'est beaucoup plus facile en accession qu'en locatif. Le problème du locatif, c'est effectivement. Alors nous, on est sur un territoire extrêmement tendu. À Biarritz, on a des prix parisiens et ce qu'on n'aimerait pas, c'est que l'habitat participatif soit une manière aussi de chanter les files d'attente. En fait, comme on veut que ça se développe, le problème du locatif social, c'est effectivement les commissions d'attribution de logement et notamment les files d'attente. Donc, il faut savoir qu'on a comme projet, on a un projet à Ondres, donc dans les Landes, un projet d'une 50aine de logements dont une partie sera un locatif social. Et donc on va, de la même manière qu'on a commencé un peu à tester, on va essayer de trouver une formule qui en même temps permette la participation des habitants. Ça me semble fondamental, quand on voit ça, ça me semble fondamental. Et en même temps de respecter les files d'attente, la réglementation, etc. Ce qui n'est pas forcément simple, mais bon, voilà.
Mais je pense que le locatif social est pour nous un axe important de développement. Pour celles et ceux qui auraient des propositions peut-être à faire, vous avez un petit questionnaire de toute façon qui vous est fourni aussi à l'accueil. Donc si ces deux interventions vous ont inspiré et que vous avez vous-même des choses à dire ou à partager, on vous invite à voilà, un texte, un mot, un dessin et à faire part de vos idées pour peut-être initier ou animer ce genre de même dynamique. Elisabeth, Imed, merci beaucoup. On va vous libérer. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois qu'on peut les applaudir. Bravo pour l'énergie que vous mettez dans vos projets qu'on peut retrouver là au 2e étage, au 2+, pour Elisabeth. Et Imed, peut-être que certains d'entre vous qui déjeuneront avec nous auront l'occasion de prolonger la discussion.